en faisant en fait une comparaison dans un programme collectif entre en fait les empires intra-européens et les empires extra-européens. Je vais parler plus spécifiquement des empires extra-européens. Et ça a une pertinence aussi, puisqu'en fait, ces empires ont été vécus, en tout cas pour les deux cas qui m'intéressent, dont un que je ne vais pas aborder ici, mais on peut en parler si vous le souhaitez, l'Algérie et l'Égypte, des espaces qui ont été vécus et perçus comme contigus aux métropoles et à l'Europe. En dépit en fait d'une discontinuité territoriale de fait. Donc je vais vous parler de ces identités narratives de frontières, de marge, qui sont à la croisée de plusieurs univers culturels. Et donc j'ai travaillé pendant de très longues années, je travaille toujours sur les Juifs d'Égypte. Donc c'est un peu peut-être un peu surprenant d'être à Prague pour entendre parler des Juifs d'Égypte. Donc, après avoir travaillé assez longtemps sur les Européens d'Algérie. Donc, j'ai fait de très, très nombreux entretiens avec ces Juifs d'Égypte qui se sont exilés d'Égypte à la suite donc, du processus de décolonisation d'Égypte, mais aussi des trois guerres qui ont été engagées au cours de l'histoire en Égypte. Donc une première guerre, bien sûr, en 1948, avec la création de l'État d'Israël, qui a poussé en fait à l'exil une partie de la communauté juive qui était ancrée en Égypte depuis de très nombreux siècles, mais qui s'était en fait qui avait plus ou moins qui s'était plus ou moins délitée ou qui était toute petite au début du 19e siècle et qui a regrossi je dirais, au moment de l'Empire britannique et de l'ouverture du pays aux diverses influences étrangères. Donc, c'était un pays, l'Égypte, qui pendant le 19e et 20e siècle avait de très nombreuses en fait, enclaves extraterritoriales, je dirais, c'est-à-dire des puissances étrangères, françaises, italiennes, grecques, de l'Empire austro-hongrois, qui avaient établi en fait une espèce ce qu'on appelait les capitulations. Donc, c'était établi en Égypte. Et par ce biais-là, tous les citoyens de ces puissances bénéficiaient de droits qui étaient extraterritoriaux et donc entièrement liés à l'Europe. Je chemine un peu. J'espère que vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. Et donc, je m'intéresse donc à cette population. Donc, une première guerre, 1948, une deuxième guerre qui est la guerre de Suez, du canal de Suez en 1956, qui en fait a conduit à l'expulsion des Français d'une partie de la communauté juive restante et des Anglais. Et puis la dernière guerre, c'est celle de 1967, pour en tout cas la destinée des Juifs, qui est la guerre des 6 jours. Donc j'ai suivi le parcours de ces Juifs exilés en Europe, dont beaucoup n'avaient pas de racines européennes en fait, mais étaient venus en Égypte de Syrie, du Liban, d'Irak, du Yémen, de Corfou aussi, et pour certains d'Europe, effectivement. J'ai suivi leurs réunions aussi et leur tentative de garder un lien à l'Égypte, malgré leur dispersion sur plusieurs territoires, puisqu'en fait, à la suite de leur sortie d'Égypte, une grande majorité est venue en France, une partie a été en Israël, et d'autres ont été en Italie, en Angleterre, à Genève et aux États-Unis et dans d'autres endroits aussi, comme le Canada ou encore l'Australie. Donc, je les ai suivis un peu partout. J'ai fait, je pense, au moins un peu plus de 200 entretiens avec différents Juifs d'Égypte dans différents pays et dans diverses langues, principalement en français ou en anglais, parfois seulement en hébreu, et toujours en fait dans des entretiens qui étaient toujours émaillés de phrases ou de mots en arabe, en italien, en grec, dans diverses langues en fait. Des entretiens qui sont assez difficiles, je dirais, à retranscrire et à suivre, qui ont une syntaxe particulière, qui relève de ce que j'ai appelé, en fait, selon un terme que mes interlocuteurs empruntent eux-mêmes, enfin c'est leur propre mot pour définir leur langue, c'est-à-dire une langue cassée,
c'est-à-dire une langue qui est émaillée, soit d'un point de vue syntaxique, quand il parle le français, la syntaxe, en fait, vient de l'arabe. Donc, on peut retrouver l'arabe sous le français. Soit cette langue cassée signifie aussi, en fait, la difficulté à maîtriser plusieurs langues. Et donc, le fait qu'ils arrivent, en fait, ils parlent énormément de langues, mais ils les parlent, pour certains, tous, avec une hésitation et une difficulté. Cette langue cassée, ça peut être aussi pour eux le fait de ne pas être capable de prononcer certaines lettres, notamment en français, comme le R, ce qui les pousse en fait dans leurs interactions à supprimer ou essayer de supprimer au maximum les mots qui contiennent un R. Donc, par exemple, ils disent jamais, enfin certains refusent de dire café crème, puisqu'en fait, le fait de dire crème va faire reconnaître immédiatement le fait qu'ils ont des origines étrangères. Ça peut être aussi en fait des langues qui sont inscrites dans le corps, comme disait Jacques Assoun, des langues de contrebande qui finalement sont la marque d'une absence ou d'une extranéité que les individus gardent et qu'ils transmettent aussi et qui permet pour eux de conserver une forme d'entre-soi. Alors, assise devant mon ordinateur, j'ai écouté et réécouté ces entretiens. Je les ai retranscrits. Parfois, je les ai laissés de côté, parce que j'en avais trop. Confuse, perdue devant l'ampleur de la tâche. Donc, j'ai réalisé mes difficultés et mes limites pour observer, comprendre, lire, écouter ces différents récits qui renvoient en plus à des univers qui ont aujourd'hui disparu, puisque effectivement la question des Juifs en Égypte n'est plus une question d'actualité, des Juifs et des minorités en général qui vivent en Égypte, puisqu'en fait l'Égypte, donc comme je vous l'ai dit, était traversée et disons beaucoup de minorités s'étaient installées au 19e et 20e siècle. Et puis aussi, j'ai été confrontée à d'autres défis. Le premier, c'était aussi la surprise pour nombre de Juifs d'Égypte devant l'intérêt que leur passé suscitait, passé qu'ils qualifiaient parfois eux-mêmes de tas de vieilleries inutiles. Ce constat pose d'emblée la question de la réflexivité et du regard posé par le chercheur ou par d'autres acteurs sociaux sur l'identité des individus qu'on étudie comme étant une identité problématique qui pose problème, ou en tout cas qu'on a envie de questionner, alors que ces derniers ne la vivent pas forcément comme telle ou ne se posent même pas cette question. Ensuite, les entretiens me confrontaient à des parcours et des identifications complexes. Au sein de la même famille, je trouvais des gens de nationalité italienne, française, anglaise, grecque, égyptienne, des apatrides aussi. Je trouvais des gens de rites juifs différents, notamment il y a une grosse différence en Égypte entre rabbinites et karaïtes, les rabbinites étant le courant majoritaire juif et les karaïtes, donc une petite fraction de la population juive qui ne suit que le Tana, c'est-à-dire que la loi écrite et qui n'adhère pas à la loi orale, alors que les rabbinites adhèrent à la loi orale. Et ça fait en fait des différences quand même relativement, en tout cas importantes entre juifs, puisqu'en fait, notamment les karaïtes, la filiation se fait par le père, enfin la transmission du judaïsme, alors qu'en fait, chez les rabbinites, elle se fait par la mère, ce qui posait problème notamment donc, pour les mariages entre ces deux rites. Aussi des personnes qui parlaient donc des langues différentes, y compris au sein des mêmes familles. Donc, il était très courant d'avoir des parents qui parlaient arabe entre eux et français, italien ou anglais exclusivement à leurs enfants. Et puis, des gens de statut différents, donc qui pouvaient être de statut local, étranger. Donc, un univers fragmenté, complexe, qui témoignait de la perméabilité des frontières en Égypte au quotidien, des hybridités, des variations au sein d'un même groupe, mais aussi la manière dont les individus vivaient à l'intérieur des catégories du monde colonial, dont nous avons aussi hérité en Europe, qui sont aussi donc un legs de l'Europe, d'autant plus que ces personnes vivent aujourd'hui, en tout cas en grande partie en Europe. Catégories qui sont souvent perçues de manière manichéenne et donc avec vraiment des oppositions binaires,
Et ça nous renvoie aussi donc, à la pluralité des visions concurrentes à partir desquelles les individus définissaient leurs distinctions et se réinventaient. Donc, comme l'ont souligné deux auteurs, Frédéric Cooper et Anne-Laure Stoller, la réification du moment colonial comme un monde d'opposition binaire vient conforter aujourd'hui notre conviction post-coloniale de vivre dans un monde infiniment plus complexe, plus fragmenté et plus indistinct. Et en fait, l'exemple des Juifs d'Égypte, mais aussi des autres populations, parce que là, je me suis intéressée au cas des Juifs d'Égypte, mais je pourrais vous parler aussi des Syro-Libanais chrétiens d'Égypte et de toutes les communautés minoritaires qui étaient en Égypte, et qui nous renvoient aussi, en fait, à ce monde fragmenté, complexe, indistinct, qui se formait au sein de la colonie et qui aussi se pensait comme un laboratoire de modernité cosmopolite qui excluait certes, et ce n'est pas le certes, qui excluait la population, une partie de la population égyptienne musulmane et copte. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans les entretiens que j'ai faits et que je voudrais vous présenter ici, j'ai pris beaucoup trop de temps, c'est comment ces entretiens défont et marquent les dissonances aussi par rapport au mythe du cosmopolitisme en Égypte, d'une société harmonieuse où coexistaient différentes minorités dans la civilité et l'ouverture aux différences. Un mythe qui a été d'ailleurs investi par les acteurs eux-mêmes et qu'on trouve dans les entretiens. C'est quelque chose qui est récurrent, de présenter l'Égypte comme une société cosmopolite où tout le monde vivait ensemble, où tout le monde était ouvert. Donc, comme je vous dis, c'est un univers cosmopolite, mais qui de fait exclut quand même une grande partie de la population qui vivait dans le pays. Donc, un mythe qui a été réinvesti, mais qui en même temps est dissonant par rapport, en fait, à ce que disent les individus eux-mêmes de leur propre parcours et de ce qui se passait au sein des familles. Donc, s'il existait en Égypte ce que Anderson, pour d'autres cas, pour le cas des États-Unis, a appelé des canopées cosmopolites, donc des espaces où, en fait, justement, ces différences se neutralisaient dans la civilité et dans une certaine concorde. En fait, l'idée d'un homme européen qui est vraiment investi en fait en Égypte, comme d'ailleurs je dirais aussi en Algérie, une catégorie même dans laquelle les individus se reconnaissent et se définissent comme européens avant tout et tournés vers l'Europe. Ce modèle est traversé de tensions, de contradictions, de hiérarchies, de serments internes au sein même des familles et des groupes. Et justement, ce choix des Juifs d'Égypte, comme d'autres minorités, d'être européens, d'adopter en Égypte une identité européenne mixte, balayée par des influences diverses, deviendra en fait un choix définitif à l'heure des décolonisations et des identités nationales. C'est ce qui va les pousser dehors, hors du pays, puisqu'à un moment donné, on va leur demander de choisir est-ce qu'ils sont italiens, est-ce qu'ils sont français, est-ce qu'ils sont anglais, est-ce qu'ils sont égyptiens, et ils sont incapables en fait, ou c'est très difficile pour eux de faire un choix entre toutes ces identités. Et en fait, par défaut, ne pouvant faire un choix, ils sont poussés dehors en fait. Bon, je grossis le trait, mais globalement, c'est en tout cas ce que eux retransmettent de leur expérience, cette difficulté à faire un choix entre ces différentes identités. Alors, le premier point que je voulais aborder, c'était en fait, dans les entretiens, qu'est-ce que c'est d'être européen, ce qui ressort sans doute le plus saillant, c'est le fait de ne pas être traditionnel et arabe ou égyptien, mais donc d'être européen, ce qui équivaut à être moderne. Donc, en août 2010, alors que je parle avec un de mes informateurs qui est né en Égypte, ce dernier donc, évoque la fraction cosmopolite de la communauté juive, qui communiquait souvent en français et qui entretenait peu de liens avec la culture et la langue arabe. Et il m'enjoint alors à lire un livre qui est celui de André Simon, que vous connaissez peut-être ou pas, qui est un très très beau livre, qui s'appelle « Adieu Alexandrie », et qui, selon lui, symbolise cette fraction européanisée qui se construit dans une ambivalence et un détachement par rapport à l'Égypte, à l'arabe et à l'autochtonie, avec un regard qui est constamment tourné vers l'Europe, gage de la modernité et d'une aspiration à un idéal bourgeois.
Et donc cet ouvrage dépeint l'histoire d'une famille juive d'Égypte qui est racontée par un jeune garçon, famille qui témoigne donc du caractère à la fois transculturel, multilingue et pluriel des Juifs en Égypte. Décrit par le joli terme emprunté par Nadia Kamel pour son film, justement pour montrer le cosmopolitisme, enfin les mélanges qu'il y avait même à l'intérieur des familles en Égypte, Salata Baladi, qui veut dire la salade du pays en arabe. Alors, dans ce livre, il y a l'oncle Vili, de son vrai nom Aaron, qui est né en Turquie à la fin du 19e siècle et qui a servi comme soldat dans l'armée italienne, qui se définit lui-même comme un juif turco-italien fasciste anglophile devenu obero, personnage interlope qui se distingue par son exécration pour tout ce qu'il considère comme les atavismes par lesquels les juifs se trahissent, en mimant les goïms, donc les non-juifs, et pour tout ce qui se réfère à la culture ottomane. Il y a ces deux grands-mères juives qui s'expriment en 6 langues, mais conversent entre elles en ladino. L'une, venant de Turquie, se considère comme faisant partie de la haute société en revendiquant des origines italiennes. L'autre, également venue de Turquie, est rabaissée du fait de des origines syriennes de son époux, un juif d'Alep, dont la langue maternelle est l'arabe. Quant aux deux grands-pères, ils passent leur temps à s'insulter mutuellement de sales fripouilles de juifs syriens, tous des sournois, vieux chiens de juifs. Tout ce qui est associé à la culture, à la langue ou à des modes d'existence relevant de l'arabité ou de l'égyptianité est ici désigné, entre autres, comme la cause du destin malheureux des Juifs en Égypte. La mère du jeune narrateur est disqualifiée par sa belle famille comme juive, arabe de part en part et surnommée la sourde. Elle combine aux yeux de la belle famille toutes les tares de l'Égypte, crasseuse, je cite, crasseuse et pleine de sales gens, que des voleurs d'arabes et des fouineurs de juifs. Des tares que rien ne peut venir masquer, ni les airs mondaines à l'européenne que prennent ces individus, ni les cocktails et les voitures de sport. Car l'arabité a même une odeur, celle de la khilba, qui est une substance roussâtre aux supposées vertus médicinales que les gens avalent et qui trahit jusqu'à ceux que l'on appelle les évolués. Et donc là, je cite, « Ça sent comme si une caravane d'Arabes avait campé ici toute la nuit, se plaignit ma grand-mère un jour qu'elle vint nous rendre visite. » Elle est enfin donc liée à une langue qu'en Égypte, note l'auteur, même le Père Noël parle, donc l'arabe, mais dont la méconnaissance peut être considérée comme un signe d'évolution. De fait, donc c'est cette méconnaissance qui condamne pour partie la famille de l'auteur à l'isolement jusqu'à son propre départ en 1965. Donc, comme je vous l'ai dit, ce rapport à l'arabe et à la tradition dans son ambivalence n'est pas le seul fait des Juifs. Il concerne, selon des modalités de degrés différents, d'autres nombreux groupes en Égypte. Et ce regard tourné vers l'Europe, en fait, s'inscrit au cœur des transformations de la première moitié du XXe siècle, selon le même schéma, avec un enrichissement d'une partie des membres, inclinaison vers l'Europe, aux dépens de la culture d'origine, choix souvent pragmatique de la nationalité, d'une nationalité française ou autre, ou de ne pas en avoir. Alors, je vais juste vous montrer peut-être sur mon... Voilà. Donc ça, c'est des entretiens que j'ai faits. Ah oui, ça ne marche pas. C'est que la dernière fois, hier, on a eu ce problème aussi. Voilà. Bon, c'est un tout petit, je suis désolée. Ça, c'est des entretiens que j'ai faits donc, avec plusieurs... donc là, j'ai pris 2 extraits d'entretien. Un qui montre en fait comment le choix de la nationalité égyptienne ou ottomane avant la nationalité égyptienne qui date donc des années 20, enfin les premières... de la nationalité donc d'être ottoman ou ensuite égyptien, comment en fait, même pour des individus, puisqu'une grande partie de la communauté, enfin une partie non négligeable de la communauté juive était locale, donc ottomane, comment en fait beaucoup de gens cherchaient à avoir des papiers d'une autre nationalité pour justement bénéficier des privilèges extraterritoriaux de ces petites enclaves européennes ou de ces grosses enclaves européennes qu'il y avait en Égypte. Et ça leur donnait des droits à plein de niveaux, y compris au niveau du logement, enfin des procès, de tout un ensemble de choses. Ça leur permettait aussi d'échapper au service militaire pour les hommes en Égypte. Donc il y a vraiment en fait
Et ça montre aussi comment, à l'époque, donc c'était des choix tout à fait pragmatiques d'aller vers une nationalité ou une autre pour obtenir certains avantages ou privilèges. Et c'est ce qui explique qu'on trouve dans les familles, en fait, des nationalités aussi très diverses et qui sont liées, comme vous le voyez, aussi avec la possibilité d'acheter à l'époque un passeport, mais aussi de vivre toute sa vie sans nationalité ou sans citoyenneté, ce qui était en tout cas possible au moins jusque dans les années 50 en Égypte, et qui n'était pas du tout vécu comme problématique par les individus. Ça ne les empêchait pas de circuler et de sortir d'Égypte. Et c'est vraiment au moment de la décolonisation et des différents événements que cette question d'avoir une nationalité ou d'avoir un passeport a été quelque chose de très important. Le deuxième point, en fait, sur lequel, je vais essayer d'aller vite, c'est parler moderne. En fait, les tensions entre les différents mondes culturels, politiques et sociaux passent par la langue et les langues, où l'égyptianité s'imagine en négatif d'une européanité rêvée. Donc, je l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir. En fait, la langue arabe, le rapport à la langue arabe des Égyptiens, enfin des Juifs d'Égypte, reflète en fait des lignes de fracture, justement autour de l'origine, de la filiation, des relations familiales, et du rapport au lieu. Et pour certains, ils me disent que leur exil en fait d'Égypte commence bien avant leur exil concret, leur migration hors d'Égypte. Cet exil d'Égypte, selon eux, commence au moment où ils décident d'abandonner la langue arabe en Égypte même pour se tourner vers des langues européennes, pour se tourner vers un mode de vie, une culture exclusivement européenne, une nourriture aussi européenne, qui va les couper en fait progressivement du pays. Puisque en fait l'anglais ou le français devient un signe de l'entre-soi, qui justement les distingue des Égyptiens coptes ou musulmans, même si on a une partie de la population égyptienne copte et musulmane qui parle aussi le français, l'anglais et diverses langues. Et donc en fait, l'usage du français ou de l'anglais comme langue de communication va les isoler d'une société où ils vont finir par être considérés comme des étrangers, même si en fait ils sont là depuis plusieurs générations et même parfois depuis plusieurs siècles. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en exil, une fois qu'ils partent d'Égypte, le rapport ambivalent à la langue arabe s'inverse. Il va évoluer. Bon, d'une part, bien sûr, cette langue conserve une valeur négative, puisqu'elle les fait passer en France ou dans d'autres pays pour des étrangers, et puis parce qu'elle les associe aussi à une arabité dont ils veulent encore parfois se distinguer, y compris en France. Mais en même temps, l'arabe aussi est extrêmement valorisé dans les échanges de l'entre-soi. Et il y a toutes des joutes entre eux de maîtrise pour montrer qui maîtrise l'arabe le mieux, puisque ça leur permet en fait effectivement de recréer un lien avec l'Égypte, ou en tout cas de maintenir un lien toujours vivant avec l'Égypte, et aussi un lien entre eux, puisqu'ils sont dispersés sur plusieurs continents. Et en exil, beaucoup découvrent que le décalage entre l'européanité qu'ils rêvaient, ou dont ils rêvaient en Égypte, et qu'ils pensaient représenter, peut-être la diapo suivante, je pense que j'avais mis, c'est la dernière, de toute façon. Je vais finir. Voilà, qu'ils pensaient représenter et les appartenances nationales dans lesquelles ils se retrouvent aujourd'hui repliés. Voilà, il y a un décalage important pour eux entre cette européanité et ce qu'ils éprouvent aujourd'hui. Alors, ce décalage se vit dans la langue, comme je vous l'ai dit, avec des mots décalés, une syntaxe qui révèle qu'il y a d'autres langues en dessous. Alors, par exemple, dans les mots décalés, une des choses, vraiment c'est un exemple trivial, mais par exemple, ils disent systématiquement piment pour poivron. Donc, quand ils vont au marché ou tout ça, à chaque fois, ça crée, alors plus maintenant, mais au début, ça crée, disons, des malentendus. Et aussi des incompréhensions dans les modes d'être entre Français et Égyptiens, notamment pour ceux qui sont en France. Et beaucoup, en fait, préfèrent taire leurs appartenances et laisser planer le doute, comme c'est le cas d'un de mes interlocuteurs,
qui me raconte avoir acquiescé sans mot dire quand il a ouvert un compte à la banque en France et quand l'employé lui a demandé si le nom de Cohen s'écrivait bien K-O-H-E-N et si c'était breton. Donc, il a répondu oui. Et il a laissé ainsi. Donc, les personnes qui sont rencontrées donc, décrivent ainsi ce passage entre un temps où ils ont été dans un lieu physiquement en Égypte, mais avec le désir et le sentiment d'être hors d'eux, Égypte, culturellement, et le moment où ils ont été hors d'Égypte, physiquement, pour rejoindre le lieu auquel ils se pensaient et restent symboliquement attachés, l'Europe, et avec lesquels ils éprouvent aujourd'hui un décalage. Et comme là, pour montrer la citation donc, d'Assiman, il montre bien la difficulté ici de trouver en fait un lieu et une origine qui aussi, je pense, et ce sera ma conclusion, puisqu'on parlait tout à l'heure, vous évoquiez la question de transculturel, de la notion de transculturel. Et moi, pour étudier en fait cette question même de comment s'est formé un homme européen dans les empires et comment, d'une certaine façon, cet héritage aussi a perduré en Europe, où c'est transmis d'une certaine façon avec les différentes migrations, des différentes populations aussi qui vivaient dans les colonies, qu'elles soient exogènes ou locales. Je pense que ce terme transculturel, pour l'instant, c'est le meilleur terme que moi j'ai pu trouver, puisqu'en fait, le problème aujourd'hui, quand on aborde ces récits de vie et ces histoires, c'est qu'on est confronté au présent, à des présents qui sont dispersés, c'est-à-dire que les personnes parlent à partir de différents espaces nationaux. Et en fait, cette histoire aujourd'hui, elle est fragmentée et racontée, même d'un point de vue officiel, à partir d'espaces nationaux et donc d'espaces qui sont souvent binaires. Donc, ça va être la France et l'Égypte, ou Israël et l'Égypte, ou les États-Unis et l'Égypte. Et en fait, cette manière d'appréhender des histoires qui sont beaucoup plus complexes, et je pense qu'on peut en parler ici aussi par rapport aux espaces dans lesquels on est actuellement, cette manière d'aborder en fait des histoires qui étaient transculturelles. Alors, je ne sais pas si le mot transnational est exact pour l'époque, mais en tout cas impérial ou, disons, mixte, à partir de catégories qui sont celles du national, en fait, exclut une grande partie des populations qui vivaient dans ces espaces, leurs expériences, qui sont pourtant, en fait, centrales aussi pour comprendre et pour appréhender ce qu'est la diversité de l'Europe aujourd'hui, y compris dans la nourriture ou dans tout un ensemble d'expressions. Et donc, du coup, voilà, pour moi, la question de ce transculturel, et je m'arrêterai là, en fait, est sans doute un des termes, et j'en vois pas d'autres, si vous en avez d'autres, je suis preneuse, pour aborder, en fait, ces questions-là. En tout cas, parce qu'on ne peut pas échapper au national, ça c'est sûr, hein, mais... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel, parce que cette intervention